je vais essayer de plaider un point de vue très différent de celui de ce matin, qui va à l'encontre des arguments donnés en faveur de la Cour pénale internationale. Je joue carte sur table parce que j'espère ne pas vous choquer, mais je veux en tout cas essayer d'ébranler certaines convictions, en tout cas tenter de le faire. Alors, ma réflexion sera, comme on l'a dit, je suis physicien, pas juriste, sera purement politique. Ce sera une réflexion de citoyen, si vous voulez, pas techniquement, au point de vue juridique, parce que là, je ne m'y connais pas, et Yann Ferrand connaît toutes ces choses beaucoup mieux que moi. Ce que je voudrais faire, c'est donc une réflexion, si vous voulez, sur le droit. Mais je pense qu'il y a un principe de droit qui est accepté par tout le monde, par tous les juristes, et pour lequel on va aller à l'école, à l'université, pour le connaître, c'est que s'il y a l'idée même de droit, présuppose que la justice ou le droit soit la même pour tous. Ce n'est pas un principe qu'on peut mettre de côté et dire oui, on va voir plus tard, etc. C'est un principe de base. Est-ce que la justice est la même pour tous? Une justice qui n'est pas la même pour tous a toujours existé, et tous les pays où règne l'arbitraire, comme on dit, sont simplement des pays où il existe une justice, mais qui est définie comme n'étant pas la même pour tous. Alors la question qui se pose, c'est, y a-t-il dans l'ordre international une justice qui est la même pour tous? Étant donné que dans l'ordre international, et ça c'est le deuxième point fondamental, il n'existe pas de police pour faire exécuter les décisions de justice. Quelqu'un m'a fait remarquer à l'interruption que c'était la même chose dans l'ordre national, qu'après tout, il y avait ce qu'on appelait dans le temps la justice bourgeoise, c'est-à-dire que la justice n'est pas la même, suivant que vous soyez riche ou pauvre. Mais néanmoins, Madoff, les dirigeants d'Enron aux États-Unis, sont en prison. Pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils n'ont pas de police pour les protéger. In fine, je suis d'accord qu'ils ne sont pas traités de la même façon que le gang des barbares, mais quand ils sont in fine poursuivis, ils n'ont pas la police pour les protéger, une police qui vient qui les met en prison. Ça n'arrive jamais avec des États puissants, comme on le verra, dans l'ordre international. Et ça, c'est le problème fondamental de la justice et du droit international. Moi, je croirais au droit international, aux avancées du droit international, ou à la Cour pénale internationale, le jour où des gens qui ont gagné une guerre, pas qui ont gagné une guerre et puis perdu après, mais qui ont gagné une guerre, au moment où ils l'ont gagnée, sont traînés devant un tribunal international, jetés en prison et condamnés et jetés en prison pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Ça, je voudrais voir. Ça n'est jamais arrivé. Et tant que ce genre de choses-là n'arrive pas, on ne pourra pas dire que la justice est la même pour tous. La justice internationale sera toujours une justice de vainqueurs. Et ça, évidemment, depuis que César a arrêté, si je peux parler d'un patriote français, Vercingétorix, il a traîné derrière son char à Rome. Ça, c'était, si on veut, la justice internationale avant la lettre. Et ça, ce n'est pas nouveau. La justice des vainqueurs. Pour la justice des vainqueurs, il faudrait qu'on arrive à une situation où une police internationale fait que les gens qui gagnent une guerre, une police forte, puissent être très bien. Alors, on va voir, je vais donner des exemples dans un moment pour montrer combien on est éloigné de cela. Mais je pense évidemment qu'il y a des avancées dans le droit. Et je pense qu'il y a des choses importantes dans le droit. Je ne rejette pas le droit, je vais même ne pas rejeter la justice internationale. Dans un moment, je vais dire ce que je pense devrait être fait pour faire avancer la justice internationale. Mais qui est explicitement un problème politique, pas un problème simplement d'écrire des textes. Alors, avant de se lancer, par exemple, donc, je veux juger ces avancées récentes comme la Cour pénale internationale. Alors, avant de se précipiter en parlant d'avancées, il faut être prudent dans ce qui est le sens de l'histoire. C'est un peu une tarte à la crème ce que je vais dire, mais il ne faut pas oublier que quand il y a eu la révolution bolchevique et la création de l'Union soviétique, c'était supposé être une avancée vers le communisme, qui était aussi l'abolition de l'État. Donc il faut se rendre compte que ce qui est présenté comme des avancées à un moment donné de l'histoire peut être révisé ultérieurement. Et plus près de nous, pour parler du droit international humanitaire, on a parlé de la bataille de Solferino avec une victime civile. Moi, je voudrais bien savoir quel conflit aujourd'hui a une seule victime civile. C'est presque une banalité de dire que depuis que les conventions de Genève ont été établies, le nombre de victimes civiles par rapport au nombre de victimes militaires n'a cessé d'augmenter en rapport. Je ne dis pas que c'est à cause des conventions de Genève, je ne critique pas les conventions de Genève en tant que telles. Mais il faut quand même constater que cette augmentation a lieu. Et cette augmentation n'est pas seulement due aux méchants comme Hitler, etc., mais aussi aux démocraties. Combien de morts pendant la guerre du Vietnam? Combien de morts civiles pendant la guerre du Vietnam? Combien de morts civiles pendant la guerre d'Algérie qui étaient faites par des démocraties? La raison derrière cela, c'est très simple. C'est que ces pays développés, démocratiques, etc., en partie parce qu'ils sont démocratiques, ont une opinion publique qui ne veut pas envoyer des soldats au casse-pipe, et qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent. Ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, et quand on bombarde, c'est aussi simple que ça. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a écrit des textes aussi bien écrits qu'on les a écrits le droit international humanitaire, ça va nécessairement avoir des effets. Donc, il faut se méfier de ce que j'appellerais l'idéalisme juridique. Ça n'a pas de problème. Alors, venons à la critique de la Cour pénale internationale.
comme je l'ai dit, c'est la question du droit. Est-ce que le droit est potentiellement le même? Est-ce qu'il peut être le même pour tous dans ce cas-là? Est-ce que les dirigeants des États puissants, pas les dirigeants des États faibles comme le Soudan, mais les États puissants comme les États-Unis, pourraient être traînés par la Cour internationale? Alors, je voudrais qu'on ait au moins une vision réaliste des rapports de force qui s'opposent à ce genre d'implémentation. D'abord, il y a par exemple un texte qui n'est pas très connu, mais qui est ce qu'on appelle ironiquement l'acte d'invasion des Pays-Bas, qui a été voté par le Congrès américain, qui s'appelle l'acte de protection des Américains qui sont membres des forces armées. C'est un acte de 2002 et qui donne aux États-Unis l'autorité de libérer des membres des forces armées des États-Unis ou d'autres personnes qui sont détenus ou emprisonnés par la Cour pénale internationale. Donc les États-Unis ont déjà dit que si on emprisonnait certains de leurs citoyens ou leurs soldats à la Cour pénale internationale, ils attaquaient la Ligue, c'est tout. Donc moi je serais pays hollandais, je ne serais pas très rassuré. Je veux dire, je suis un des rares Belges qui a applaudi quand la Belgique a régressé dans sa juridiction universelle. Vous savez que la Belgique a fait des avancées en matière de juridiction universelle. Et alors, quand ils sont attaqués à des gens sérieux comme les dirigeants israéliens et américains, on leur a dit, écoutez, vous êtes des causes africains, c'est très bien, mais les grandes personnes, vous ne touchez pas. Les Africains, c'est très bien, mais les grandes personnes, vous ne les touchez pas. Donc, et alors on a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on a changé notre législation. Moi je trouve que c'était très bien parce que ça montrait l'hypocrisie de toute l'affaire. C'était tout à fait évident qu'on n'allait pas entrer en guerre avec les États-Unis ou Israël. Je ne souhaite pas, comme citoyen belge, être en guerre avec ces pays. Je vois très bien ce qu'ils font en Irak, en Afghanistan, en Gaza, etc. Je n'ai pas envie de subir le sort de ces gens-là, il faut être réaliste. Donc je suis très content qu'on ait montré notre lâcheté et en même temps mais il faut être honnête, au moins, il faut reconnaître l'honnêteté. Alors, en plus, il faut se rendre compte que les États-Unis ont signé avec plus de 100 pays des accords de l'article D98.2 qui empêchent la poursuite des nationaux américains quand ils se trouvent sur le sol de ces pays. Alors, on va sans doute me dire que la Cour pénale internationale, c'est très joli, c'était signé par des tas de pays d'entiers monde, des tas de pays faibles en général, mais des tas de pays d'entiers monde. Mais n'empêche, alors on peut se demander, si on ne s'est pas poussé par les rapports de force à le faire, pourquoi signe-t-il ces accords avec les États-Unis qui contredisent l'esprit de ces rapports de la Cour pénale internationale? Or, il y en a plus de 100 que les États-Unis ont forcé à signer ces accords d'impunité. Donc, ça c'est un autre truc. Alors je vais vous donner un petit détail qui moi me touche personnellement, enfin personnellement, pas une histoire personnelle, mais très fort, c'est le cas du Nicaragua. Quand il y avait le gouvernement sandiniste, un premier gouvernement sandiniste au Nicaragua, un gouvernement qui a gagné les élections, qui a renversé une dictature, qui a instauré une démocratie, etc. Enfin, en passant, les États-Unis ont décidé de le saboter en organisant des gangs de barbares, on peut les appeler comme ça, qui étaient les Contras. Et ils ont miné les ports du Nicaragua, ce qui est un acte de guerre. Ils ont été condamnés par la Cour de justice internationale, la Cour internationale de justice, qui n'est pas la Cour pénale internationale, qui est quelque chose que les États-Unis reconnaissent. Les États-Unis ont envoyé promener, n'ont pas appliqué ils ont été condamnés, ils ont refusé d'exécuter la condamnation. Le Nicaragua, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attaqué les États-Unis comme ils font avec l'Afghanistan. Il a porté l'affaire devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé le Nicaragua, les États-Unis les ont encore envoyés promener. Et quand il y a eu des décisions de l'Assemblée générale, le président Reagan, qui était le président américain à l'époque et qui était responsable de cette politique, a dit plus de 100 pays condamnent la politique au Nicaragua et cela n'a pas perturbé mon petit déjeuner. Alors, je vous prie de réfléchir à cette phrase. Ça n'a pas perturbé mon petit déjeuner. On rapproche le micro. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, ça je n'entends pas. Ça va mieux? Ça va mieux? Ok, excusez-moi. Donc ça n'a pas perturbé mon petit déjeuner. Je vous demande de réfléchir à cette phrase qui résume, si vous voulez, l'arrogance impériale des États-Unis, et qui est une arrogance qui se fait face à des organisations comme la Cour de justice internationale et comme l'ONU, qu'ils ont reconnu depuis le début et dont ils sont des créateurs. Alors, quel espoir peut-on avoir si Obama gagne, comme on dit, et fait reconnaître la Cour pénale internationale?
qu'ils aient une autre attitude par rapport aux décisions de la Cour pénale internationale, si par miracle ces décisions se tournaient contre eux, que la décision qu'ils ont par rapport à la Cour de justice internationale qui existe déjà, qu'ils ont reconnue et qu'ils ne contestent pas, quand ils prennent une décision modérée contre eux pour le minage de porc d'un État souverain, qui est un crime qui est un acte de guerre. Posez-vous la question. C'est une question de rapport de force. Et c'est pas une question de rapport de force interne aux États-Unis, parce que ça ne va pas changer comme ça. Alors, je voudrais faire quelques remarques aussi sur le gang des barbares, l'Union africaine. Parce que je voudrais bien quand même situer le contexte de leur réaction face à l'affaire de Bachir. Monsieur Luis Moreno Campo a commencé en 2008, en juillet 2008, à vouloir poursuivre le président Omar al-Bashir. L'Union africaine a dit que sa conviction forte de la recherche de la justice au Soudan devait être faite d'une façon qui ne met pas en question, qui ne met pas en péril les efforts visant à la promotion d'une paix durable au Soudan et donc au Darfour. Et ils ont dit ils demandaient qu'on retarde le processus initié par la Cour pénale internationale en tenant compte de la nécessité d'assurer que les efforts de paix ne soient pas mis en question, ainsi que le fait que dans les circonstances actuelles, des poursuites pourraient ne pas être dans l'intérêt des victimes et de la justice. Et donc ça c'est en 2008, c'est bien avant la conférence de Sirte. Et évidemment, comme la Cour pénale internationale a dit on ne tient pas compte de votre opinion, en 2009, maintenant en juillet 2009, au sommet de Sirte en Libye, ils ont dit qu'ils étaient très concernés par les conséquences malheureuses des poursuites contre al-Bashir, que ces conséquences pourraient avoir sur le processus de paix qui a lieu au Soudan. Et sur le fait que ça continue à mettre en question, à mettre en péril les efforts en cours pour faciliter une résolution rapide du conflit au Darfour. Et ils ont dit qu'au vu du fait que la demande de l'Union africaine pour postposer des poursuites contre Bachir, ça va postposer les poursuites de Bachir, s'ils ont demandé en 2008, comme on n'en a pas tenu compte, l'Union africaine ne coopérera pas avec le statut de Rome, l'article 98, ne poursuivra pas Bachir. Donc ils ont dit, en 2008, ils ont dit remettez ça à plus tard, laissez d'abord la paix s'installer, remettons les poursuites à plus tard. On leur a dit allez vous faire foutre, on poursuit. Ils ont dit bon, si c'est comme ça, nous on n'applique pas. C'est quand même un peu différent de ce qui nous a été présenté ce matin. Alors je voudrais aussi, par rapport à ce qui nous a été dit ce matin sur Obama, etc., à propos du rapport de Goldstone sur Gaza. Donc il y a eu cette commission sur les crimes de guerre à Gaza qui a condamné, soulignons-le, à la fois Israël et le Hamas. Et dans les couvertures des journaux ici, on met en avant les condamnations du Hamas. Mais moi, il n'y a rien à faire. Pour ce qui est des condamnations du Hamas, moi j'ai une solution très simple au tir de roquette du Hamas. Laisser les Palestiniens rentrer chez eux. Je suis désolé, mais depuis 60 ans, ils se battent parce qu'ils ont été expulsés par une puissance coloniale. Alors, on trouvera une solution à un problème, on n'en trouvera pas, c'est pas moi qui en ai une, mais le principe de base me paraît très clair. Si ces gens se battent et commettent des crimes et font tout ce qu'on veut, des attentats terroristes, etc., c'est parce qu'ils ont été chassés de chez eux, qu'ils ont le droit de revenir chez eux. Ils ont ce droit qui est inscrit à la fois dans les déclarations de l'ONU et dans l'article 13 de la Déclaration universelle qui garantit le droit au retour dans son pays, qui est un droit qui a été exercé pour les Albanais du Kosovo, mais aussi, par exemple, pour les Belges, parce que je suis belge, en 40, quand ils ont fui l'invasion allemande, la plupart, presque tous sont rentrés en Belgique après la fin des hostilités, je crois, de 40 ans. Et donc, je veux dire, ce droit de retourner dans son pays après la fin des hostilités est quelque chose qui n'est pas contesté, sauf évidemment dans le cas d'Israël depuis 60 ans. Mais qu'est-ce que Madame Susan Rice, pas comme des Israéliens, mais Susan Rice, qui est la représentante donc, de l'administration Obama aujourd'hui à l'ONU des États-Unis, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, elle a dit qu'elle avait trouvé que le mandat donné à Goldstone par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU était déséquilibré, unilatéral et fondamentalement inacceptable. Et évidemment, elle dit que ça doit rester au niveau de cette commission des droits de l'homme et pas du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité pourrait poursuivre devant la Cour pénale internationale, c'est bien ça ce qu'on ne veut pas. Donc on ne peut pas se poser la question de ce que va faire l'administration Obama. Il y a un article dans le Washington Post du 17 décembre qui donne la réponse, rien. D'accord? Et elle a dit exactement ce que dit le gang des barbares quand il s'agit du Darfour. Elle dit nous devons regarder vers l'avenir. D'accord?
il faut toujours, dans le conflit israélo-palestinien, regarder vers l'avenir. D'accord? C'est la version américaine des mains qui chantent. J'ai voulu situer la question de l'Union africaine. Pas que je suis nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, ça va être trop compliqué, mais au moins comprendre le contexte. Alors je voudrais de nouveau, comme mon intervention est purement politique, mettre les choses dans un contexte encore plus général. Et ce matin, on m'a dit qu'on n'était pas pessimiste sur l'extension de la Cour internationale, le développement de la Cour internationale, etc. Moi, je ne suis pas pessimiste non plus, mais pour des raisons tout à fait différentes. Moi, je pense que les choses vont dans le bon sens, mais elles vont dans le bon sens parce que les rapports de force dans le monde changent. Et je pense que ce n'est que... Je suis d'accord que le droit est l'expression d'un rapport de force, mais le problème, c'est qu'il y a différents rapports de force. Il y a des rapports de force démocratiques, comme dans la révolution démocratique, et des avancées démocratiques qui visent à plus d'égalité, et à plus d'égalité de tous devant la loi. Puis il y a des rapports de force qui sont seulement des prises de pouvoir autocratiques. D'accord? Le droit nazi était l'expression d'un rapport de force, si vous voulez, ou le droit de l'occupant. Mais seulement, c'est pas pour ça qu'on va considérer ça positivement. Donc je suis d'accord avec l'orateur ce matin que pour évaluer la validité du droit, il faut se poser la question des rapports de force qui sont mis en jeu et qui rendent possible ce droit. Est-ce que ce sont des rapports de force qui visent à plus de démocratie entre les êtres humains, ou bien ce sont des rapports qui vont contre. Et c'est comme ça qu'il faut évaluer le droit, et comme ça qu'il faut le faire avancer, mais explicitement en rapport avec la politique. Alors, c'est vrai que j'ai en gros des accords avec l'analyse qui est faite par les organisations, beaucoup d'ONG, sur justement l'intérêt de la Cour pénale internationale et l'intérêt de ces avancées juridiques, purement juridiques. Parce que si vous voulez, moi je pense que les rapports de force changent et ils ont changé à travers tout le XXe siècle. Si vous regardez l'histoire du XXe siècle, pour moi c'est essentiellement le siècle de la décolonisation et de l'inversion des rapports de force qui avaient été instaurés dans le siècle précédent et qui étaient ceux de l'expansion européenne sur le reste du monde. Et ça a commencé au XVIIIe, au XIXe avec l'Amérique, si vous voulez, au XIXe, l'Amérique latine, ça s'est poursuivi au XXe siècle. Si vous voulez, pour utiliser, je pense que ce mouvement continue. Et je pense que vous le voyez encore aujourd'hui. Les États-Unis, après la guerre, ont cru prendre la place de l'Europe comme centre du système impérial. Mais même les États-Unis n'y arrivent pas. L'Europe n'existe plus. Je veux dire, sans les États-Unis, on ne serait pas en Afghanistan, on ne tiendrait pas 5 minutes. On ne tiendrait pas 5 minutes en Irak. On ne ferait rien. On ne pourrait pas soutenir Israël, c'est les États-Unis qui soutiennent Israël. Je veux dire, il faut se rendre compte de l'extraordinaire faiblesse de l'Europe. Et du scandale qui est que l'Europe ne se maintient comme puissance qu'en étant à la botte et au service des États-Unis et en servant de supplétif aux armées américaines. C'est ça ce qu'on fait en Irak. C'est ça ce que la France fait en Irak aujourd'hui, c'est être supplétif des Américains, ils ne sont rien d'autre. D'accord? La Belgique aussi. Rappelez-vous aussi que pendant la guerre du Vietnam, il n'y a pas un seul, en pleine guerre froide, il n'y a pas un seul soldat européen qui a été aidé des Américains au Vietnam. Ça n'aurait jamais été l'idée du général de Gaulle d'envoyer des soldats au Vietnam, bien entendu. Mais même les Anglais ne faisaient pas ça. D'accord? Vous voyez le chemin parcouru dans la vassalisation de l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais le reste du monde n'est pas comme ça. Et le reste du monde n'évolue pas dans cette direction. En Irak, les États-Unis ont essentiellement été vaincus. Ils n'ont pas été vaincus totalement comme au Vietnam, mais ils partent sans partir vraiment, mais ils vont finir par devoir partir, etc. Même le gouvernement qu'ils ont mis en place célèbre leur départ. Et si vous avez, par exemple, ça c'est aussi quelque chose qui contraste très fort avec ce qui a été dit ce matin, quand vous avez le lanceur de chaussures qui vient d'être libéré de prison, qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration? Il a dit, les États-Unis évidemment vont se vanter de leur succès, etc. Mais quand arriveront-ils à faire avec nous ce qu'ils ont fait avec les Indiens d'Amérique? Jamais. D'accord? Et les Indiens d'Amérique, c'est fini. Je veux dire, on fera plus qu'on a fait avec les Indiens d'Amérique. Et ça, il faut en être conscient. En Afghanistan, c'est clair qu'on est embourbé. L'homme politique le plus intelligent, je suis désolé de le dire, je pense que c'est Berlusconi. C'est pas quelqu'un que j'aime bien, mais au moins il est très opportuniste. Et comme opportuniste, il pense qu'il faut qu'il y ait le bagage et rentrer chez lui parce que tout tient la case. Je veux dire, il rentre chez lui parce qu'ils savent très bien que c'est intenable leur situation. Mais la situation est intenable aussi du point de vue des États-Unis à terme. S'ils n'ont pas gagné depuis 2001, ils ne vont pas gagner dans 15 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, ils se mettent de plus en plus de gens à dos. Alors prenons le conflit le plus fondamental entre-temps, qui est le conflit israélo-palestinien.
Mais si vous voyez ce qu'on fait en termes militaires, le Hezbollah et le Hamas, dans les 2 dernières guerres israélo-arabes, c'est extraordinaire par rapport à ce que les États arabes avaient fait. Ils n'ont pas gagné, mais moralement ils ont gagné, et en termes militaires relatifs, ils ont remporté une victoire en n'étant pas écrasés. Vu le rapport de force, il aurait dû être complètement écrabouillé, ils n'ont pas été, c'est déjà une victoire, même sur le plan militaire. Donc il faut se rendre compte que le monde change, et il change, à mon avis, dans la bonne direction, vers plus d'égalité, parce que la restauration d'Israël, c'est l'inégalité absolue, c'est la force absolue qui s'impose et qui dit voilà, on a des armes atomiques, on occupe votre territoire, on vous chasse et vous donnez qu'à vous taire. Le rapport de force au niveau mondial change. Il y a un siècle, il y avait un parc à Shanghai où il était marqué interdit aux Chiens et aux Chinois. Il n'y a pas de danger qu'on fasse ça aujourd'hui. On est content que les Chinois aient bien coopéré avec nous, etc. On leur demande leur avis, on les traite comme des êtres humains, etc. Donc, il faut se rendre compte que ce changement des rapports de force, à mon avis, va dans la bonne direction, mais ça n'a rien à voir avec des textes sur la Cour pénale internationale, etc. Et donc, moi je pense que peut-être un jour, il y aura une véritable justice internationale, et le jour où il y a une véritable justice internationale, la situation sera un peu paradoxale, parce que je m'attends alors à ce que les dirigeants occidentaux, d'un Occident affaibli, divisé, appauvri peut-être par la crise économique, auront peur de voyager et de se rendre dans les pays nouvellement puissants, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Venezuela, la Russie, de peur d'être arrêtés et traînés devant un tribunal international, et alors invoqueront un vieux principe qu'ils ont tellement tenté de démolir, le principe de la souveraineté nationale. Alors moi je pense qu'effectivement il faut travailler à améliorer la justice internationale, mais si on veut vraiment le faire, c'est un combat politique que l'on doit mener ici, et un combat politique qui est avant tout de se détacher des États-Unis et du soutien à Israël. De parler avec la Russie et la Chine, de parler avec l'Iran, de parler avec les autres pays du monde, de créer un climat de confiance entre les pays, d'accord ? De créer un climat de paix dans le monde qui passe par les négociations et une autre attitude par rapport au reste du monde. Ce que je trouve catastrophique dans l'idéologie des droits de l'homme, c'est qu'elle nous mobilise tout le temps dans la guerre, si vous voulez, idéologique contre le reste du monde, et nous empêche de comprendre la perspective que les pays décolonisés ont sur les rapports internationaux. Elle nous empêche de comprendre, par exemple, l'Union africaine, quand elle prend cette décision sur l'Achir, elle me paraît très bien motivée. Elle me paraît absolument ne pas comprendre des mouvements comme le Hamas, le Hezbollah et le soutien dont ils jouissent dans le monde arabe, etc. Et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de changer notre conception du monde, de s'ouvrir au reste du monde, de se détacher de la perspective américaine. Et c'est ça le message politique que je voudrais faire passer. Et ce message politique n'est pas contre une vraie justice internationale, mais faire remarquer que le présupposé d'une justice internationale, c'est d'avoir un autre rapport de force dans le monde, un rapport d'égalité, et alors dans une situation d'égalité, des transferts réels de souveraineté pourraient avoir lieu. Je pourrais donner un autre exemple que je n'aime pas beaucoup utiliser, mais qui me paraît historiquement tout à fait correct, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a un transfert de souveraineté énorme. La France n'est plus un pays indépendant, à mon point de vue, non plus. Il y a tellement de liens dans les traités européens qu'une politique qui ne serait pas néolibérale en France serait tout simplement impossible, parce que les traités européens contraignent la France à ce genre de politique. Mais ces transferts de souveraineté, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, moi je les aime pas, mais ces transferts de souveraineté n'ont été possibles que parce qu'il y avait la paix en Europe. Si vous aviez Napoléon Ier ou Napoléon III au pouvoir en France, ou Guillaume II ou Jean Hitler au pouvoir en Allemagne, vous n'auriez jamais de construction européenne. C'est parce que les États, et aussi les États petits comme la Belgique, ne se sont plus sentis menacés que la construction européenne et les transferts de souveraineté ont été possibles. Contrairement à ce que disent toujours les eurocrates, c'est pas l'Union européenne qui garantit la paix, mais la paix en Europe qui préexistait à la construction européenne qui a rendu la construction européenne possible. Et là, c'est une longue période de paix, disons de 45 à 80 ou 90, où la construction européenne a pris de l'envergure. Et donc, il faut bien se rendre compte que la question de la paix, la recherche de la paix, c'est une question qui rend possible les transferts de souveraineté. Quand on veut exiger des Africains qu'ils abandonnent la souveraineté quand on les traite, ça ne marchera jamais. Et quand on les traite de façon aussi inégale. Donc une vraie justice internationale, même si vous êtes convaincu, moi je ne suis pas contre le principe de la justice internationale, vous devez lutter avant tout pour plus d'égalité dans le monde. D'accord ? On va peut-être terminer par une remarque, puisqu'on a parlé d'amnistie. Moi je ne vais pas parler spécialement d'amnistie, mais prenons Human Rights Watch par exemple. Quand il y a eu l'invasion de l'Irak, donc le 12 décembre 2003, c'est un peu après l'invasion, mais ils ont fait le communiqué suivant. Ils ont dit, afin de préserver sa neutralité dans l'évaluation de l'adhésion au droit de la guerre dans le conflit irakien, Human Rights Watch n'a pas pris position sur la question de savoir si la guerre elle-même est justifiée ou légale.
Ça, pour moi, c'est le principal problème, si vous voulez, de cette attitude. Afin de préserver sa neutralité dans l'évaluation de l'adhésion au droit de la guerre dans le conflit irakien. Human Rights Watch n'a pas pris position sur la question de savoir si la guerre elle-même était justifiée ou légale. Et ça, c'est le gros défaut de toutes ces organisations qui parlent de droit international humanitaire. C'est qu'on veut réguler ou moraliser la guerre, mais on ne veut pas condamner la guerre en elle-même. D'accord ? Or là, il n'y a pas de discussion, c'était pas compliqué. Le problème de cette attitude, et je l'entendais encore ce matin, c'est qu'on veut un droit international humanitaire, mais on ne veut pas abolir la guerre, et condamner la guerre. Ni condamner ce qu'on appelait longtemps, ce que les communistes appelaient les fauteurs de guerre. C'était une très bonne expression, mais avec la disparition des communistes, l'expression a disparu aussi. Les fauteurs de guerre. C'est-à-dire, les Américains sont des fauteurs de guerre. Les Américains n'ont rien fait aux États-Unis. Rien, absolument rien. Et donc, c'est une agression pure et simple. Par exemple, je ne suis pas non plus d'accord pour la distinction civile et militaire. Je veux bien faire cette distinction. Mais je ne vois pas pourquoi les militaires irakiens qui défendaient leur pays contre une invasion totalement illégale devaient mourir. C'était des civils armés, c'était des civils embrigadés dans l'armée. On les envoyait au casse-pipe et ils se faisaient tuer. Pourquoi est-ce que ces gens étaient légitimes de les tuer, plus que de tuer les civils? Moi, je ne vois pas la différence. Si on rétablissait comme distinction fondamentale, non pas civil-militaire, mais agresseur-agressé, fauteur de guerre et défenseur de la paix, ça, ce serait une distinction assez importante à introduire. De nouveau, si on veut rendre le droit humanitaire réellement effectif. Parce que sinon ça paraît insensé de dire on tue des civils, on tue des militaires, ils défendent leur pays, ils sont envahis, ils défendent leur pays. Non. Et donc, la suprême hypocrisie dans le communiqué de Human Rights Watch, c'est de dire, après cela, les forces de la coalition, donc les Américains et leurs alliés, ont généralement essayé d'éviter de tuer des Irakiens qui ne prenaient pas part au combat. Donc ils disent, on vient dans l'idéologie, ils respectent le droit international humanitaire. Mais la mort de centaines de civils aurait tout de même pu être évitée. Donc, la mort de centaines de civils, ils disent ça, on peut dire qu'ils pensaient que l'affaire était réglée en décembre 2003, les Irakiens étaient envahis, etc. Le lanceur de chaussures n'était toujours pas là, ils sont jamais n'étaient toujours pas là, donc ils pensaient que l'affaire était réglée, l'Irak était envahi, ils étaient conquis, puis c'était terminé. Mais c'était pas terminé. Non, des centaines de civils, c'est pas des centaines de milliers de civils. Et donc, dire ça dès la fin du conflit, et puis dire, mais vous savez, on a quand même tué des centaines de civils, ça montre combien on est pur, parce que bien sûr, dans toutes les guerres, il y a des civils qui sont tués plus que la centaine. Donc, protester contre le fait que, ça c'est la suprême hypocrisie du communiqué, parce que protester contre le fait que leur propre gouvernement tue des civils par centaines, c'est une façon de montrer qu'on est pur, puisqu'on proteste contre les tueries de civils, et en même temps d'exonérer indirectement le gouvernement, parce que tout le monde sait que dans une guerre, si on tue des centaines de civils, c'est qu'on est très gentil. Et quand on dit en plus, ils ont essayé d'éviter de tuer des civils. Alors que maintenant, quelques années après ce communiqué un peu rapide, on est à des centaines de milliers de civils. C'est pour ça que je propose, pour finir, et je terminerai là-dessus, de créer, peut-être avec l'argent libyen, je ne sais pas, d'autres États voyous, un organisme basé sur les pays du Sud et qui serait une réponse à Human Rights Watch, à Amnesty International, etc., et qui s'appellerait, j'ai déjà un titre pour ça, Imperialism Watch. Qui serait une façon d'examiner, de dénoncer toutes les manœuvres, tous les coups tordus, les élections achetées, les campagnes de diabolisation, etc. Là-dessus, je vous remercie. Ce serait Imperialism Watch.